Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de la balado-diffusion en forme sur le RDS.ca. Salut Greg, comment vas-tu? Salut Val, ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien. Écoute, le grand voyageur qui est du côté de Kenmore en Alberta présentement, mais qui est tout de même présent avec nous. Ben oui, écoute, le podcast ne doit pas prendre de vacances. Écoute, il n'y a aucune vacance, il n'y a aucun endroit dans le monde qui sera trop loin pour moi de faire cet enregistrement. J'avais vraiment hâte qu'on fasse celui-là aussi. Je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Oui, ouais, absolument, parce que invité hors pair, on peut le dire comme ça, on l'invite à l'instant. C'est Sylvain Guimont, plutôt on l'accueille à l'instant. Doc Guimont, qui est bien connu à RDS. Salut et bienvenue sur notre balado, Sylvain. Allô, Valérie, merci. Salut, Greg, ça va? Salut Sylvain, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Donc, pour Très, très mettre en bien. contexte pour les gens qui connaissent moins Sylvain, écoute, doctorat en psychologie du sport, tu es aussi conférencier, tu es auteur, tu as écrit plusieurs livres. Écoute, tu as travaillé avec des athlètes d'élite, là, je pense à Mario Lemieux, je pense à Tiger Woods, pour n'en nommer que quelques-uns. Greg Norman aussi, c'en est un autre. Tu fais toujours des formations aussi. Tu es toujours dans le monde, justement, de la psychologie. Et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Puis moi aussi, j'ai bien hâte de te parler parce que la situation actuelle, cette pandémie qui perdure, pardon, fait en sorte que cette J'aime pandémie ça, qui les perdure. nouveaux mots de pandémie, c'est Oui, parfait. c'est ça. Non, mais cette pandémie, tu sais, au début, là, je sais que tu as écrit beaucoup d'articles sur la RDS.ca, comment gérer tout ça, les enfants, le sport, on a besoin d'un échappatoire. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle du stress parce que la situation actuelle fait qu'on a des stress qui sont complètement différents de ce à quoi on est habitué aujourd'hui. Il faut être capable de les gérer. Et toi, justement, tu es là pour aider les gens. On veut des trucs, on veut des astuces. Comment on doit aborder tout ça aujourd'hui? Donc, c'est de quoi on va parler. Et est-ce que toi, de ton côté, bon, tu es psychologue, j'imagine que tu n'es plus nécessairement avec une clientèle un à un, mais est-ce que ce niveau de stress-là, tu le sens autour de toi, Sylvain? Moi, en étant docteur en psychologie du sport, mon rôle, c'est d'aider des gens à gérer le stress, l'anxiété, à faire en sorte qu'ils puissent bien performer. En ce moment, c'est certain, j'ai aidé des jeunes, des moins jeunes. La Ligue junior majeure du Québec a fait affaire beaucoup avec moi récemment pour aider des jeunes qui étaient pris en confinement, ce qui n'était pas vraiment évident. Oui. On a mis en place une façon différente de faire pour que ce soit équitable et juste pour chaque équipe. Donc, on a changé les choses avec les bulles. Et c'est sûr que ça amène un lot d'anxiété, mais aussi un lot de tristesse chez des jeunes parce que, tu sais, Valérie et Greg, vous le savez, nous, à un certain âge, une année dans notre vie, c'est pas si pire. Mais dans la vie d'un jeune adolescent ou adolescente sont en train de faire du sport, qui veulent se faire remarquer, qui ont un rêve, ben une année, c'est énorme. C'est comme si c'était 10 ans pour nous. Donc, eux, d'être privés pendant cette année-là qu'on vit, là, puis c'est peut-être un an et demi, on ne sait pas exactement combien de temps Mhm. ça sera, mais ils ont peur de passer à côté de la petite fenêtre d'opportunité qu'ils ont pour être capables de se démarquer, puis être capables de poursuivre leur rêve. Donc, il n'y a pas juste une question qu'ils sont en confinement, que leur sport leur est arrêté. Il y a beaucoup plus que ça dans cette anxiété-là qui dit est-ce que je vais vraiment passer à côté de ma vie indirectement à cause de tout ça? Fait qu'il y a beaucoup d'anxiété à ce niveau-là aussi. Et comment on traite ça, docteur Guimond? D'abord, enchanté de te parler, grand fan ici de ton travail. Je lis beaucoup tes articles sur la RDS.ca et même quelques livres qu'on m'a déjà offerts. Euh, Merci, Comment Greg. on gère ça à un enfant? Comment on peut lui dire que, je sais pas, que c'est pas plus grave qu'il faut, je sais pas, que ça va peut-être les amener sur un autre chemin, qu'on va découvrir un autre sport, qu'on va pouvoir faire des. Je veux dire, comment rester positif à ce moment? Parce que là, on parle des effets négatifs, bien sûr, de tout ça. Mais Ouais, j'imagine qu'il ouais. doit y avoir des belles histoires ou des côtés positifs qu'on peut retirer de ça également. Je suis content, Greg, que tu m'amènes sur ce côté-là parce que de rester seulement dans ce qui est négatif, ça ne nous amène pas à évoluer. Et c'est très drôle parce que en japonais, le mot crise, parce que c'est une crise qu'on vit en ce moment, le mot crise en japonais se traduit en deux symboles. Le premier, c'est vraiment le danger et le deuxième, c'est l'opportunité.
Donc, derrière ce danger-là qu'on vit tout le monde, il y a une opportunité de justement travailler sur les aspects que je ne peux pas travailler quand j'ai jamais assez de temps. Là, le temps, on en a Mhm. et on peut le prendre et le tourner en sa faveur. Donc, je dis aux jeunes en ce moment, s'il y a un aspect que tu peux travailler, c'est sur le côté mental, dans la visualisation, à travailler sur ton estime de toi, ta confiance en toi, l'image que tu as de toi, à travailler sur qui tu es comme personne et apprendre à te connaître. C'est le temps de lire, c'est le temps de t'informer, c'est le temps de regarder d'autres personnes, puis d'avoir, en fait, tout ce temps-là, de meubler ton cerveau pour que tu sois capable de performer encore mieux. Là, je parle pour des athlètes, mais c'est vrai pour tout le monde. Et ce Mhm. moment-là qui nous est donné, c'est un genre de petite pause qu'on peut utiliser parce que tu sais qu'au niveau du talent, les jeunes beaucoup sont pratiquement presque égaux ou presque. Quand on regarde des athlètes olympiques ou des gens qui arrivent près de la Ligue nationale, ce qui fait la différence, on dit tout le temps, c'est la dureté du mental. Mhm. Mais là, en ce Mhm. moment, c'est J'adore ça. la partie dont ils peuvent travailler là-dessus en ce moment, sur lequel habituellement on n'a pas beaucoup de temps. Et cette pandémie-là va justement permettre à ceux qui sont capables de se recentrer, d'être bien, de développer quelque chose d'autre qu'il n'y aurait pas peut-être eu la chance de faire si ce n'était pas de cette pandémie-là. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis quand tu dis, bon, c'est comme une année charnière pour plusieurs. Puis tu sais, je suis tellement d'accord avec toi dans le sens que moi, je regarde, bon, mes enfants sont en bas âge. Fait que je me dis, honnêtement, pour eux, ils réalisent pas tant l'impact. Bon, c'est sûr, c'est le lavage de main, le port de masque et tout ça, mais je veux dire, au quotidien, ils sont généralement toujours avec nous, ou même sont inscrits, bon, à trampoline, au tennis, tu sais, je veux dire, ça change pas. C'est pas comme si ça change énormément comme un ado, justement, qui est habitué de voir ses amis, des ados qui sont en sport-études, par exemple, qui ont vraiment des formations. Là, tu peux plus aller pratiquer ton sport à chaque jour. C'est souvent une période aussi où on se questionne, on se remet en question, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, je veux-tu vraiment continuer de jouer au volleyball ou je veux-tu vraiment faire ça? Est-ce que tu penses que cette année-là va faire en sorte que plusieurs talents potentiels n'émergeront peut-être pas par découragement ou par simple fait que la pandémie est arrivée, ils ont dit, ah ben finalement, tu sais, j'aimais pas ça tant que ça. Est-ce que tu penses que ça va affecter beaucoup dans les prochaines années des talents potentiels? Au moins, c'est mondial, là, on n'est pas juste au Canada à l'avoir, mais penses que ça va avoir un effet là-dessus à long terme? Non. Non, à mon OK. avis, au contraire. J'adore, À le j'adore la contraire. réponse. Non? Et tu vas comprendre pourquoi, Valérie, c'est que tu sais que on connaît tout le monde qui ont beaucoup de talent, puis lui, il était tellement proche d'aller aux Olympiques, elle a tellement failli telle chose. Et lui, il avait tellement de talent, c'était incroyable. C'était le meilleur quand il jouait au niveau junior. On ne comprend pas. Ben oui, on comprend. Oui, on comprend. Les gens qui ne se rendent pas là, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement ce que ça prend au niveau de la tête. Moi, je dis qu'un athlète, c'est comme si tu remplis un verre d'eau. Le verre, en ce moment, tu souhaites qu'un athlète ait beaucoup de potentiel, mais qu'il reste le plus possible à remplir, qu'il ne soit pas déjà plein. Et que les athlètes qui n'arrivent pas à Ah! performer, c'est que leur verre est déjà plein. Fait qu'on ne peut plus l'ajouter. C'est pour ça qu'ils vont plafonner. Donc, les athlètes du même niveau, c'est juste qu'il y en a un qui reste encore de la place à l'amélioration, puis ils continuent toujours d'évoluer. Puis on les voit faire, ces gens-là. Et on voit qu'ils vont percer parce qu'ils continuent, à chaque fois que c'est plus difficile, ils deviennent meilleurs. Mais là, c'est difficile. Donc, j'ai juste hâte de voir, moi, qui va sortir de cette crise-là. À mon avis, ces athlètes-là vont être encore plus forts que ceux qui étaient là même avant, puis ceux qui viendront après. Donc, Mhm. à mon avis, c'est une chance. Parce que tu sais, dans la Ligue nationale, je vais prendre la Ligue nationale parce que c'est quelque chose que je connais bien. On voit ceux qui sont repêchés les premiers. Puis on se dit, ben, mais ils sont en première ronde de repêchage, ils devraient faire la Ligue nationale. C'est vrai, ils ont plus de chances que les autres. La deuxième ronde, ils ont aussi un peu plus de chances que ceux qui ne sont pas repêchés. Mais tout ce qu'on tombe en haut de 3 et 4, il n'y a plus aucune différence. Même que c'est mieux que tu sois invité au camp d'entraînement que si tu as été repêché, tu as plus de chances de faire l'équipe. Donc, on peut regarder des joueurs qui performent d'une façon exceptionnelle, qui ont été très loin dans le repêchage. Même, il y en a qui n'ont pas été repêchés et qui ont fait des premiers comptables de la Ligue, si je pense à Martin Saint-Louis. Donc, Mhm. à mon avis, en ce moment, c'est l'opportunité de beaucoup de gens qui peut-être n'avaient pas le même talent, mais qui ont mentalement une force plus forte. Ils vont se faufiler puis ils vont y arriver.
Et on ne peut pas utiliser ça. Tu sais, s'il y a une chose que je connais, c'est bien le mot no excuse qu'on a fait écrire dans le vestiaire du Canadien quand j'étais là avec Michel Ouais. puis avec Marc Bergerin. No excuse. Puis après, c'est be a winner. C'était ça la deuxième année. La première année, on a dit no excuse. Deuxième année, be a winner. Et là, en ce moment, c'est ce que les jeunes doivent se dire. There's no excuse. Je peux m'entraîner, je peux faire plein d'affaires, je peux travailler sur ma tête. Puis si je vais dans le côté négatif, puis je dis, c'est très triste qu'est-ce qui arrive, ben, dis-toi que c'est tout le monde, là. S'il y a une chose que cette pandémie-là, elle est géniale, c'est qu'elle est équitable pour presque tout le monde. Oui, oui. Oui, effectivement. On est tous dans le même bateau, ça, c'est sûr. Exact. On peut pas passer à côté. Là. La seule façon, il y a une phrase anglophone qui dit, une phrase anglophone, hein, moi aussi, hein, les termes un matin, il y a une phrase en anglais qui dit The only way is through. Donc, on doit juste passer à travers. Puis, comme tu l'as dit si bien, il faut garder le mental puis savoir le faire de bonne façon. Tu sais, en ce moment, je dis aux gens que la crise, ben, il y a un deuil. Il y a un deuil de ce que notre vie était exactement comme elle était. Puis dans le deuil, il y a le déni, il y a de la colère, il y a de la négociation. On voudrait que ça ne soit pas arrivé. Ensuite, on a une grande tristesse. Puis on dit que dans le deuil, on appelle ça de l'acceptation. Et ça, je sais pas c'est qui a mis le mot acceptation dans un deuil, mais c'est surtout pas ça. Ce n'est pas de l'acceptation, mais de la résilience. Donc, on n'est pas à accepter ce qui arrive, c'est pas l'acceptation de ce qui arrive, mais c'est la résilience de me tourner vers ce que je peux faire maintenant. Une fois que je suis en résilience, je peux maintenant me détacher de ne pas rester pris dans ce mode-là. C'est mon devoir à moi. Donc, quand je me détache, je peux maintenant m'attacher à quelque chose qui me tient à cœur. Puis la première chose que je dois m'attacher pour pas rester dans un vide, c'est m'attacher à moi-même, mes valeurs profondes, qui je suis vraiment. Puis une fois que j'ai fait ça, ben là, je peux m'attacher au futur puis dire, OK, maintenant, je n'ai pas le contrôle sur la situation que je vis, mais j'ai le contrôle sur comment je vais réagir à cette situation-là, et c'est moi qui vais le faire. Donc, quand on reprend le contrôle, c'est là que l'anxiété s'abaisse. Parce que l'anxiété, le stress, il vient d'un endroit très simple. Il vient d'un endroit où c'est de l'incertitude, où il y a de l'insécurité, où il y a de unknown, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, et ça, c'est angoissant. Mais quand je décide, moi, de dire, OK, mais je m'enligne là-dessus, voici combien de temps ça va prendre, et je n'ai pas des courts délais. C'est pas de dire, demain, on recommence. Non, non, mettez ça loin. Dites-vous, OK, j'ai 1 an, comment je fais pour travailler pendant 1 an de temps? Je peux m'entraîner, je peux travailler sur ma tête, je peux faire un paquet de choses, je peux aller chercher de l'information, je peux travailler sur moi. Ça, je suis seul avec moi-même, je n'ai jamais eu autant de temps. Donc, faites-le immédiatement. Prenez contrôle de votre vie. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu sais, quand on parle justement de l'anxiété, c'est beaucoup d'incertitude, c'est beaucoup de peur de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Tu sais, puis on a parlé aussi beaucoup des athlètes de haut niveau. Bon, à quel point justement ça joue dans la tête. Profitez-en pour faire tout ce que vous devez faire au niveau mental. Mais tu sais, on s'adresse aussi aujourd'hui, on parle, puis on s'adresse aussi aux gens qui sont à la maison, qui ne sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau, mais pour qui c'est pas nécessairement facile. Bon, les gyms sont encore fermés, par exemple, mais il y en a pour qui ils ont besoin de se rendre physiquement au gym pour avoir une motivation, pour voir des gens, pour s'entraîner en groupe et tout ça. À eux, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pas nécessairement performer comme un athlète de haut niveau, mais au moins pour continuer de garder la forme, pour continuer de faire attention et avoir des bonnes habitudes de vie? Ce qui va les aider, ça s'appelle la routine. D'avoir une routine. Donc, même si je suis confiné, je me lève de bonne heure. Je m'habille, je prends ma douche, je me mets une cravate s'il faut. Je m'habille pareil comme si j'allais faire l'événement le plus important de ma vie. Parce que la personne avec qui je vais être aujourd'hui, c'est avec moi-même. Fait que s'il y a une rencontre d'importante, c'est bien celle-là. Après, assurez-vous d'avoir un agenda. OK, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Parce que si vous avez un vide trop grand, vous allez créer une incertitude. Mais si je suis organisé, ma journée va passer, puis je me suis dit, wow, je me suis entraîné, j'ai fait, écoute, l'entraînement, c'est le fun au gym, pour être avec des gens, mais l'entraînement seul, ça va donner les résultats au niveau de la condition physique. L'autre point important, c'est que l'être humain est un être sociable. On a besoin des autres. Et imagine si, tu sais, Valérie puis Greg, imaginez que pour 1 minute, si cette pandémie-là était arrivée il y a seulement 30 ans, parce qu'on n'avait pas accès à Internet. Premièrement, tous les trois, on serait pas en train de se parler. Il n'y aurait pas des millions. Il y aurait pas les millions de codes d'écoute que vous avez. Donc, imagine si c'était le cas, bien, ça serait terrible. Mais là, on ne peut pas se plaindre. On peut se plaindre, oui, c'est difficile, mais une fois qu'on a dit, OK, c'est plate, mais il faut en revenir. Il faut dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais me protéger, je vais faire les choses qu'il faut faire, puis maintenant, je me tourne vers la routine, d'avoir un agenda qui fait en sorte que c'est rassurant.
Puis on fait ça avec les plus jeunes, on fait ça, c'est vrai pour les adultes aussi. Donc, quand je tombe dans une organisation, quand mon temps est organisé, ben j'ai moins d'anxiété dans ce temps-là. Tu sais, l'anxiété aussi, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Anxiété, sois mon invité. Quand vous avez peur du stress, le stress, il est ni positif ni négatif. Ça, c'est. J'ai-tu un petit peu de temps à vous expliquer ça rapidement? Okay. Oui, absolument. On a du monde. OK. Le stress, il est ni négatif ni positif. Le stress, c'est neutre. Et le premier qui a parlé de stress, c'est un monsieur qui s'appelle Anne Salier. Et il est venu faire ça ici à l'Université McGill. C'est là qu'il a fini son doctorat sur le stress. Et il a fait ensuite toutes ses recherches à l'Université de Montréal. Et il a dit que si c'était un stress qui était positif, on appelait ça le E-stress. Et quand c'est un stress qui est négatif, c'est un distress. Mais entre les deux, le stress, il est neutre. Il dépend de la couleur que je lui donne. Donc, pour un athlète de haut niveau ou un chanteur, on appelle ça pour un athlète, un niveau d'activation. Donc, avec une compétition, on veut que notre athlète ait un peu de stress. Parce que s'il n'y en a pas du tout, au niveau physiologie, il ne sera pas prêt. Sa physiologie de son corps, d'être prêt, il n'est pas mis en branle. Mais on ne veut pas que ça soit trop non plus. Donc, ça, cette partie-là, c'est l'activation. Chez un chanteur, on va appeler ça le track. Et c'est extrêmement important. Une fois, je me suis dit, Sylvain, viens-tu avec moi, je m'en vais juger un concours de chant. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Fait que j'y vais avec elle. Et quand les jeunes garçons et les jeunes filles chantent devant Mme Renaud, tout le monde après, il dit, Mme Renaud, j'étais tellement stressé de chanter devant vous, j'avais tellement le trac. Puis à un moment donné, il y en a une qui arrive avec un peu d'arrogance, puis elle se prenait un peu pour une autre. Et là, Ginette l'a ramenée à sa place. Elle dit à Mme Renaud, Mme Renaud, j'étais pas stressé du tout, j'avais pas le trac du tout. Puis Ginette a dit, faites-en pas, le trac, ça vient avec le talent. Oh! On n'a pas un bruit là, à la mise en onde ici, un petit et ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment ça, c'est que le stress, il dépend de la couleur que je lui donne. Donc, quand je suis stressé, il ne faut pas que j'essaie de résister au stress. Il faut que je l'accueille. Plus j'en fais pas un gros plat, moins il est grand. Mais si j'en ai peur puis je l'active, il va devenir de plus en plus grand. Donc moi, je dis souvent aux gens, faites-vous un party d'anxiété ou un party d'attaque de panique. Donc, t'appelles tous tes amis qui ont déjà fait une attaque de panique dans leur vie, là, qui ont déjà eu ça. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais moi, quand je suis en conférence, dans la vie, je demande aux gens, il y a combien de personnes qui ont déjà eu mal au dos? Là, tout le monde lève la main. Je dis, OK, combien de personnes ont déjà fait une dépression? Personne ne lève la main. C'est tellement drôle parce qu'il y a 64% des adultes qui ont déjà pris des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Fait que c'est pas eux autres qui prennent les médicaments, c'est qui? Les chiens ou les chats? C'est ça que les chiens se brûlent la queue comme ça, sont ces antidépresseurs. On a peur de parler de santé mentale, mais on a peur de parler de santé physique. Moi, je rêve du jour c'est pourquoi c'est encore de santé ou juste de maladie. Attends, Sylvain. Mais là, tu dis un party d'attaque de panique. Peux-tu quand même élaborer l'idée? Là? C'est comme quelque chose que j'ai pas le goût de savoir ce que c'est, mais en même temps, je suis un peu curieux. C'est tellement drôle. Quand j'invite mon stress, quand j'invite l'anxiété, j'en ai pas peur. Quand je l'invite, je ne résiste pas à lui. Et là, il existe pratiquement pas. Parce que l'anxiété, il existe presque toujours quand c'est dans le futur. J'ai peur de quelque chose qui s'en vient. J'ai peur, mais dans le moment présent, quand je suis ici maintenant avec vous, je suis pas anxieux en ce moment, je vais bien. Donc, pourquoi m'inquiéter de quelque chose que je sais pas ce qui va arriver? Donc, quand j'invite le stress à ma table, mais je fais en sorte que je le dédramatise. Si je résiste puis j'ai peur du stress, il grandit. Mais si je l'invite puis je l'apprivoise, mais l'anxiété puis le stress vont diminuer. Donc, moi, je dis toujours aux gens, allez chercher là, pour les jeunes, c'est moins valide, mais allez chercher une bonne bouteille de bébé doc, puis servez un verre de vin à votre stress puis un verre de vin à vous. Puis là, tu dis au stress, vas-y, là, je t'écoute. Le stress, il va pas parler. Là, tu dis, wow, on va pas perdre ce bon vin-là. Là. Fait que tu cales ton verre d'un coup. Là, tu dis au stress, vas-y, là, je t'écoute. Le stress, il ne va pas parler. Tu dis, wow, on va pas perdre ce vin-là. Tu bois la deuxième coupe et vous ne serez plus stressé. Ça fonctionne très, très bien. Vous allez peut-être un peu chaud. Écoute, nous sommes dans une balado-diffusion. Excuse-moi. La modération a bien meilleur goût. Mais ce que j'allais dire, Greg, c'est que je fais une blague, mais derrière cette blague-là que je viens de faire, elle est tellement puissante et importante. Parce que c'est la vérité. Quand j'ai peur du stress, quand j'ai peur d'être anxieux, ben, il grandit. La seule façon que je peux avoir du contrôle sur mon stress, c'est par mon soliloque, ma conversation interne. Ça s'appelle le recadrage cognitif. Il faut que je vois c'est quoi les pensées que j'ai eues qui m'ont amené ce stress-là. Et il faut que j'enlève ces pensées-là par quelque chose que je veux. Très souvent, les athlètes ou les gens vont dire « OK, là, je suis pas stressé, là, je suis pas stressé. » Puis là, je respire profondément, je suis pas stressé. Ton cerveau, il dit « Hey, si t'étais pas stressé, tu m'en parlerais pas. »
Donc, ça veut dire que tu es stressé. Il enlève le mot ne pas, puis il garde juste stress. Si je veux quelque chose de mon cerveau, faut pas que je lui dise ce que je veux pas, faut que je lui dise ce que je veux. Le cerveau, c'est comme un enfant de 3 ans. Tu marches le long de la rue, tu vois une grosse flaque d'eau. Il l'a pas vue encore. Mais si tu lui dis, saute pas dans le trou d'eau, la première chose qu'il va faire, paf, dans le trou d'eau. Ouais, Donc, moi, sauter mon dedans. cerveau, il faut que je lui dise ce que je veux. Je lui dis, OK, c'est correct, je suis calme, c'est un beau défi. C'est moi qui ai voulu faire ça, cette carrière-là. Et c'est moi qui ai voulu faire ce défi-là. C'est moi qui s'est embarqué dans du sport de compétition. C'est mon choix. Mon choix, il faut que ça soit le fun. Quand les athlètes m'appellent, la Ligue nationale, là, quand j'ai des joueurs qui m'appellent, ils me disent, Hey, Doc, peux-tu m'aider? Ça va pas bien. Là, j'ai un slump. Là, je suis dans. OK, là, je leur dis, OK, on va commencer par le début. À quelle place tu joues au hockey? Je joue dans la Ligue nationale. OK, parfait. Ça, c'est le premier point. Quand tu avais 12 ans, si je t'avais dit un jour tu vas être dans la Ligue nationale, qu'est-ce que tu aurais dit? Et j'aurais sauté partout comme fou comme un balai, j'aurais été tellement heureux. Mais femme ta gueule, t'es rendu dans la Ligue nationale, saute partout, puis sois heureux. Après, on va régler ton problème. Est-ce que tu charges la minute pour ces appels comme ça? Ou Oui, je charge la minute là-dessus. J'ai tellement de plaisir à les ramener ici maintenant, dans le moment présent, dans l'importance que c'est, de dire, OK, là, ça va un peu moins bien. Est-ce que tu croyais que ta carrière montrait tout le temps comme ça? Si c'est ça, t'es vraiment imbécile, je sais pas ce que tu fais dans la Ligue nationale. Mais si c'est pas ça, dis-moi pas que c'est pas normal d'avoir des creux. Maintenant, comment on fait pour rester dans un creux? C'est qu'on va dire à ton cerveau ce qu'il veut. Parce que quand t'es en manque de confiance, c'est pas un manque de confiance, c'est un manque de respect pour la tâche que tu as à accomplir. Ça existe pas. C'est absolument merveilleux. C'est un manque de respect pour la tâche que tu as accomplie ou un manque de respect pour tes compétiteurs. Mais quand tu te prépares convenablement, quand tu as du plaisir et tu refais la base, ça va être correct. Mais quand tu es dans un slump, qu'est-ce que les gens font? Ils essaient de changer plein d'affaires et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Non, viens, est-ce que tu étais bon? Mais les gens me disent, hey, moi, j'aimerais ça, donc un jour, jouer dans la Ligue nationale. Je dis, OK, t'es-tu bon? Ben, ouais, un peu. OK, qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel? Je patine vite. OK, mais demain matin, travaille sur ton coup de patin. Parce que personne ne va te remarquer sur quelque chose que t'es pas bon, on va te remarquer sur ce que t'es bon. Fait que travaille ton coup de patin. C'est pas vrai qu'on est bon partout, là. Ça existe pas, là. Tu sais, des joueurs complexes parce qu'ils savent pas leur trouver des qualités. La vraie raison, c'est que tu as des points forts puis travaille sur tes points forts. Puis en ce moment, c'est ce que les jeunes doivent faire. Capitaliser sur nos forces, effectivement. Puis travaille sur tes points les plus forts. Tes points plus faibles, on va les adresser, mais tu seras jamais excellent dans ce que tu n'es pas vraiment bon. Moi, j'ai jamais vu dire à quelqu'un « Oh, je suis tellement heureux, je travaille dans mes faiblesses, j'aime ça, parce que je suis pas bon. Oh, j'aime ça, pas bon. » C'est incroyable. Je suis tellement heureux d'être pas bon. Là. Non, travaille dans tes... Puis après, on va les adresser, ça va pas te nuire, mais ça va être correct. Fait que c'est un peu comme moi, j'avais un coach qui me disait comme athlète... C'est pareil. J'avais un coach qui me disait, tu sais, avant une compétition, justement, puis on avait parlé, je me souviens, Val et moi, quand on avait reçu Jean-François Ménard ici de Michael Kingsbury avant sa descente de médaille d'or, justement, qui ressentait du stress et de l'anxiété. Moi, j'avais un coach qui me disait, bon, avant une compétition, oui, tu es un peu stressé, tu vis de l'anxiété, tout ça, puis il disait, good, t'es exactement à la bonne place mentalement. Si t'avais pas ce stress-là, on aurait un problème. Je veux dire, puis même dans la compétition, ça fait mal, je veux dire, tu ressens de la douleur parce que, bon, tu travailles physiquement et tout ça. Good, dis-toi que tu es exactement à la bonne place parce que si tu n'avais pas mal, ça veut dire que tu ne travaillerais pas assez fort. Donc, moi, je connais aucun athlète de haut niveau qui a pas mal. C'est impossible. Puis Jean-François a raison, c'est comment je fais juste pour ramener. C'est pour ça que souvent les gens vont demander à avoir de l'aide. C'est juste pour les sortir d'où ils sont pris dans leur pensée. Des fois, c'est juste des sortir et dire regarde, comment tu penses? Et juste de voir ça, ils disent ah ben oui, c'est vrai. Mais quand tu es pris dedans, tu t'en rends plus compte. Fait que tu restes là, tu te dis ça va pas bien, puis je m'en sortirai pas. Puis là, ça devient une boule qui tourne. C'est comme un hamster qui ne veut plus s'arrêter. Tandis que nous, tu vois pas un gars dans la rue, hamster. Sylvain, toi, tu es capable aussi de détecter rapidement, bon, aussi que les gens qui en ont fait, quand on a fait de l'anxiété, tu sais c'est quoi, tu es capable de le détecter, mais c'est difficile aussi au début, comme on parlait, par exemple, des jeunes ados, là, de mettre le doigt là-dessus que c'est justement de l'anxiété, ton petit hamster qui n'arrête pas, que justement tes pensées tournent toujours vers le négatif au lieu d'essayer de reprendre contrôle de tes pensées, tout ça. Tu sais, c'est difficile de mettre le doigt là-dessus quand tu n'en as jamais fait ou quand tu n'as jamais une personne proche. Moi, c'était ma meilleure amie qui était une grande anxieuse, que la
journée que j'ai fait de l'anxiété, je savais que c'était ça à cause que la façon qu'elle m'en avait parlé, je me sentais pareil. Tu sais, là, j'ai compris, OK, c'est ça. Moi aussi, là, je suis pas, il y a personne qui est à l'abri de ça. Mais pourquoi tu penses est-ce que tu penses que c'est parce que c'est diagnostiqué plus tôt, l'anxiété? Mais tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme le mal chez les jeunes. Il y a tellement beaucoup de jeunes qui font de l'anxiété par rapport à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'ils font moins de sport? Est-ce parce qu'il y a plus d'écran? Comment tu l'expliques, ça, toi? C'est un peu de tout ce que tu viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de performance à outrance et on commence de plus en plus jeunes à les mettre sur des objectifs puis fonctionner, autant à l'école que dans le sport. Ils ont pratiquement un agenda d'adultes. Et cet agenda d'adulte-là fait un jour qu'eux aussi, ils vivent du stress, puis ils le vivent de plus en plus jeunes. On ne permet plus aux jeunes d'être juste jeunes, d'avoir du plaisir. C'est comme si on veut tellement bien performer que si ton enfant à 12 ans, il parle pas anglais, français, il fait pas de l'allemand, puis il fait pas de la danse, du ballet, puis du football, il est arriéré. Donc, peut-être qu'il faut le laisser un moment. T'as oublié le piano aussi là-dedans. Le piano aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de piano du mercredi soir, entre le football puis le hockey. Donc, là, ils se retrouvent à être surchargés et on a surtout peur que nos enfants s'ennuient maintenant. Fait que quand ils s'ennuient, tout de suite, ils tombent sur la tablette. La tablette, c'est très grave. C'est que ça enlève... quand on est sur une tablette, ça épuise une partie à notre cerveau qui est de la dopamine. Donc, j'en ai, mais en réserve limitée. Donc, quand je suis trop longtemps sur une tablette, la dopamine va s'épuiser. Les compagnies qui font les jeux vidéo ont compris. Ils vous accrochent en ayant des objectifs à atteindre. Fait que tu n'es plus capable de lâcher parce que tu veux aller à l'autre. Et là, tu es récompensé. Donc, tu as une victoire, tu as une récompense. Donc, hop, une dose de dopamine, pouf, une décharge où on va avoir cette perte-là. C'est quand on joue constamment comme ça avec son cerveau, les enfants arrivent à l'école, puis là, on se dit, ils sont inattentifs, ils sont épuisés. Leur cerveau est épuisé. Ouais. L'attention, ils peuvent pas l'apporter. Donc, les recherches démontrent qu'il y a 6% des gens qui ont vraiment un TDAH. Mais on médicamente 33% des gens. On médicamente 33% des gens. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière ça, qui n'est pas nécessairement un déficit d'attention, soit soutenu, soit tous les déficits d'attention. Je peux vous en parler abondamment, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, justement. Puis, c'est énorme, mais on ne laisse plus le temps à nos enfants de s'ennuyer pour qu'ils soient créatifs. C'est extrêmement important d'avoir des moments à rien faire. Puis là, chercher, puis être créatif, puis inventer un jeu, faire de quoi. Tu sais, avant, là, on avait des histoires. Nos parents nous lisaient une histoire. Fait elle disait Blanche-Neige. Mais moi, Blanche-Neige avait les cheveux noirs, puis la Blanche-Neige à Greg avait les cheveux blancs. On avait une partie qu'on créait nous autres mêmes. Mais là, on n'a plus d'histoires qui sont lues. Non, on nous montre une vidéo, puis même en 3D, pour être sûr qu'on n'a pas besoin de la créativité. Ils nous la donnent toute faite. Mais c'est vrai, c'est vrai. Là, manque à nos jeunes en ce moment. Mais tu sais, juste à Noël, là, tu sais, moi, je prends l'exemple de mes enfants qui reçoivent un paquet de cadeaux à Noël, puis là, finalement, ils finissent par jouer avec l'emballage puis la boîte plus qu'avec le cadeau. Mais c'est un peu ça, là, tu sais, souvent, ils veulent plein de choses, puis je leur dis tout le temps, mais non, on s'en va faire je sais pas, là, une collection de cocottes, puis là, allez me ramasser 10 bâtons, puis là, faites ci, puis là, je leur donne des missions comme ça. Mais écoute, je peux les occuper comme ça pendant des heures. Mais tu sais, leur jeu de pas de patrouille qui ont joué 2 semaines, après ça, ils jouent plus de l'année avec, tu sais, tandis que des jeux créatifs, faut juste justement embarquer dans leur créativité, ce que l'adulte ne fait plus aussi aujourd'hui. Mais dès que tu leur donnes des missions comme ça, là, c'est comme ça que j'ai fait sortir. Puis, tu sais, moi aussi, je limite beaucoup le temps d'écran parce que ça devient comme des espèces de zombies après et parfois, il devient même très désagréable. Mais, tu sais, c'est d'embarquer aussi dans leur jeu avec eux puis justement de faire des dessins un peu tout croche. Puis là, mon gars, lui, il fait toutes sortes d'affaires puis, tu sais, des masques, des ci, des ça. Mais au lieu de dire, ben non, ça se peut pas, ben c'est de dire, oh my God, c'est donc bien capoté ce que tu as fait. Tu sais, c'est aussi, je pense, du renforcement positif de la part de l'adulte. Exactement. Ils ont besoin de sentir que ce qu'ils font, wow, c'est le fun. Et ils vont se rembarquer là-dedans. Puis une partie importante, c'est que la dopamine, lorsqu'elle est épuisée, parce qu'on était trop longtemps sur nos écrans, la seule façon de la recréer, c'est en ayant du plaisir, puis en étant actif. C'est l'activité physique qui est le plus puissant à recréer de la dopamine au cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la dopamine, dans l'activité physique, on dit souvent que c'est l'antidépresseur le plus puissant qui existe. Parce que ça crée des endorphines, ça crée de la dopamine. Donc, c'est extrêmement important que nos jeunes soient actifs pour justement garder ce niveau-là au niveau du cerveau qui va être une balance plus normale au niveau neurochimique du cerveau.
Mais on n'est pas en train, là, je veux pas tomber dans le politique, Sylvain, mais en confinant toutes ces activités-là pour les enfants, puis en leur disant non, tu n'as pas le droit d'y aller ou non, en coupant tout ça, on n'est pas en train de leur dire que c'est pas si important que ça finalement, puis que c'est plus sécuritaire, si on veut, entre guillemets, d'être à la maison sur sa tablette et d'être à la maison d'une façon sédentaire que d'aller pratiquer des activités extérieures ou en groupe présentement? T'sais, les gouvernements ont des responsabilités, puis ils ont des choix à faire difficiles. Puis à chaque fois qu'une personne prend un choix, que ce soit le gouvernement ou nous, dites-vous qu'à chaque décision, il y a un renoncement. Chaque fois que je prends un choix dans ma vie, je renonce à quelque chose. Donc, le renoncement qu'ils font, c'est de dire, OK, on veut pas que le virus se répande, mais ils savent qu'ils vont renoncer à une vie saine pour nos jeunes. Puis ils savent que ça fait du dommage au niveau psychologique. La preuve, moi, je suis engagé là, tous les jours, sans arrêt, à parler à des écoles, à parler des plus jeunes, à parler des jeunes, des entreprises. J'ai jamais fait autant de conférences sur ça en ce moment. De toute ma vie, j'en fais au moins 2-3 par jour. Là, j'en ai une autre à 2h moins quart. Ça recommence, je vais en avoir une autre à 4h. Je parle à plein de groupes de gens. C'est vrai pour les plus jeunes, c'est vrai pour les plus vieux. Fait que c'est comme sans arrêt, Greg. Fait que tu as raison. On finit par se dire, est-ce que le médicament est pire que la maladie en tant que telle? C'est comme si le médecin dit, l'opération est un succès, mais le patient est décédé. C'est un peu semblable à ça ce qu'on vit, mais ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme la vôtre qui est extrêmement importante. Je suis tellement content, Valérie, Greg, qui vous a donné une plateforme pour parler des choses un peu plus en profondeur. Je dis pas que c'est pas bien de parler du monde du sport, mais en ce moment, les gens ont besoin de conseils qui vont les garder en bonne santé physique et mentale, mais de façon vraiment, vraiment importante. Donc, votre devoir, votre rôle en ce moment n'a probablement jamais été aussi important qu'il l'est dans le monde des médias. Jamais auparavant. Les médias. Je me sens comme l'agent Ethan Hunt. Votre mission, si vous l'acceptez, va être la suivante. J'adore ça, comment tu m'apportes ça, Sylvain. Tu me motives ce matin. Mais c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement vrai parce que en ce moment, l'être humain reçoit plus d'informations dans une seule journée qu'un être humain en recevait il y a 100 ans dans une année complète. Wow! Okay? C'est incroyable ça comme donnée. Donc, en une seule journée, imaginez, on reçoit plus d'informations qu'un être humain recevait dans une année complète, dans une seule journée. Pourquoi? On a à peu près 350 fois plus de choses qui sont bombardées. Aujourd'hui, on vit la vie en temps réel, mais partout sur la planète. Qu'il se passe quelque chose n'importe où, on le voit en temps réel à cause des médias. Donc, les journaux, la radio, la télé, les internets. Donc, on reçoit énormément d'informations. Et l'information qu'on reçoit, je suis allé voir une recherche aux États-Unis qui démontre que 86% de l'information est négative. Seulement 14% c'est positif. Fait qu'on finit par croire que le monde va mal. Parce qu'on se dit, ouais, on reçoit juste des mauvaises nouvelles. Mais en fait, c'est que les médias ont décidé de mettre la lumière sur des choses qui commencent par S. Il faut que ça soit sensationnel, il faut qu'il y ait du sang et du sexe. Si c'est pas sensationnel, c'est pas de sang ou de sexe, on n'en parle pas. Mais tu sais, hier, sur la rue Sainte-Catherine, s'il y a un jeune garçon qui a tué une vieille dame pour lui voler son sac à main, demain, je te garantis qu'on a sa photo sur la première page du Journal de Montréal. Mais au même moment, il y a un jeune garçon qui aide une vieille dame à traverser la rue. Lui, son nom et sa photo, on va l'avoir où? Nulle part. Donc, j'espère qu'un jour, on se donnera comme tâche, chacun d'entre nous, de règles, de dire, on ne met plus jamais la lumière sur des gens qui commettent des crimes, mais sur ceux qui commettent des gestes de bienveillance et de bonté. À ce moment-là, notre société verra que, en fait, 98% du monde, c'est du bon monde. La lumière sur les 2% de crétins qui ne mériteraient pas d'avoir notre attention. Mais la raison pourquoi ces crétins-là continuent de le faire, c'est que tout le monde a besoin d'avoir un spot sur lui. Leur ego est tellement gros qu'ils vont faire n'importe quoi pour avoir leur nom dans le journal, quitte à faire un crime, parce que pour eux, c'est pas grave. C'est pourvu que moi, j'ai mon narcissisme soit comblé par hey, c'est moi qui ai fait ça. C'est incroyable. Tu dis, super intéressant. Est-ce que mais en tout cas aussi, merci Je sais, Valérie, non, c'est intéressant. Je suis pas juste un sexe symbole, là. Je suis intelligent aussi. T'es carré.
mais je suis contente d'avoir cette conversation-là avec Sylvain parce que nous, on se croise toujours. Tu sais, à l'époque, on se croisait à RDS et allô, allô, dans la salle de maquillage. Mais là, je te trouve tellement drôle. Écoute, c'est magnifique d'apporter de l'humour dans tes propos. J'adore ça. Puis, tu sais, je veux dire aux gens aussi qui nous écoutent, ben merci de nous lancer des fleurs par rapport à ce qu'on fait dans la section enfants. Mais je suis heureuse aussi Ouais, de dire aux absolument. gens que tu vas être un nouveau collaborateur parce que j'ai fait ajouter un onglet santé mentale. Je pense que c'est aussi important de parler de la santé Yeah. mentale que de la santé physique. Et Sylvain, donc, va nous partager des textes, va écrire aussi pour la section. Alors, il y a vraiment toutes sortes d'aspects qui vont être couverts par toi. Je suis bien heureux, je suis heureuse de l'annoncer. Je suis heureuse aussi de t'avoir comme collaborateur. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté parce qu'on voit justement que tu aimes ça partager et c'est important J'adore pour ça. toi finalement d'aider les gens, là, tu sais. Ouais. Valérie, tu en as un point vraiment important. On a parlé de l'humour. Et tu sais, toutes les sociétés qui passent à travers des moments difficiles le font en chantant et en dansant. Puis en se colorant toute la peau. Puis on les voit, ils n'ont pas de sous, ils sont nu-pieds, ils dansent, ils chantent, ils collaborent ensemble. Et je pense que notre société, l'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il a que lorsqu'il le perd. Oui, Là, on réalise pas. on a perdu le lien d'être connectés ensemble. On n'est pas ensemble, on ne peut pas fêter autant qu'on le voudrait. Donc là, on s'en rend compte. Mais l'an passé, il y a 2 ans, les gens ont dit quoi? Hey, on est chanceux, hein? On se vit tout le monde ensemble, on se voit tout le temps. Wow, hey, je peux inviter du monde chez nous. Comment? Hey, je suis chanceux, moi. Je peux inviter du Ben monde non. chez nous. Je peux même avoir 10 personnes, 15 personnes chez nous. L'autre fois, on était à 25. C'est incroyable, hein? Il n'y a personne qui a dit ça il y a 2 ans. Mais l'année Non. prochaine, puis l'autre année d'après, ah, tabarouette, les parties de plus que 5. Hey, écoute, on va virer une brosse, ça n'aura pas de bon sens. Je fais une Ben blague, oui, Ça mais va c'est nous pas ramener juste ça. peut-être à sérieux. l'essentiel, justement, puis de pratiquer un petit peu de la Oui. gratitude pour ce qu'on a, puis de vivre le moment You présent, got it. justement. Exactement. Vivre le moment présent, avoir de la gratitude, puis d'être conscient de ce qu'on a, parce qu'on vient de le perdre. Là, on s'en rend compte comment c'est important. Donc, Ce temps-là, Puis ben, on probablement va que chanter, danser, celui puis aller se faire tatouer. ouais, et celui ou exactement. celle que vous connaissez qui est très pantouflard, là, tu sais, celui qui vient jamais au party, il a toute une excuse, là, puis finalement, il restait chez eux à écouter un film, là. Bon, ben là, il va réaliser qu'il va y aller dans les parties. Je vais être le premier rendu. Ouais. Mais Hey, non, super. c'est vraiment important que, tu sais, comprenne, il faut trouver l'humour qui va nous aider ensemble parce que c'est un moment difficile, mais on a une chance en ce moment de s'apprécier les uns les autres et c'est comme Greg a dit, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on vit. Vraiment, c'est vraiment Mm. important. Ouais, c'est Puis important de prenez trouver le le téléphone. positif dans tout ça. Ouais. Ma fille est médecin, puis elle a créé un mouvement, ça s'appelait Opération Josette. Puis ils ont fait presque 86 000 heures de téléphone avec tous des médecins qui appelaient des personnes seules. Puis c'est devenu une habitude. Wow. Puis tout le monde a fait ça de façon bénévole. Mais des idées comme ça, des gens seuls, c'était rendu. Moi, j'ai fait ça pendant une grande période, je le refais encore. Là. Écoute, je suis quasiment devenu des amis. J'ai dit à un moment donné, ils vont me mettre sur leur héritage, ça n'a pas de bon sens. J'avais quasiment peur de ça. Mais tu savais, je les appelais, les gens, là, à tous les 2, 3 jours, puis ils disaient ah, c'est toi, Sylvain. Ah, il y avait tellement hâte. Puis moi, je commençais à m'attacher aux gens juste par téléphone à des personnes âgées. Mais c'est tellement gratifiant. Puis ils me contaient leur histoire de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis tout ça. Et là, nous, on faisait une stimulation cognitive, savoir vraiment, est-ce qu'au niveau cognitif, d'une semaine à l'autre, on voyait que ça descend. Parce que l'idée, c'est quand les gens sont isolés, puis qu'il n'y a pas assez de stimulation au niveau cognitif, ben, ça va diminuer. Fait qu'on voulait s'assurer qu'ils gardent leur même niveau au niveau cognitif en leur posant toutes sortes de questions sur leur passé, sur ce qu'ils se ce qu'ils font. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de faire ça. Super intéressant. Et merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été des nôtres. Je sais que tu es un gars super occupé. Donc, on te laisse aller, mais on va te retrouver donc dans la section en forme du RDS.ca dans la santé, dans tout ce qui est contenu de santé mentale parce que tu deviens donc un de nos collaborateurs. Alors, merci d'avoir pris le temps pour nous. C'était super le fun. Puis, écoute, on va sans doute se retrouver sur une prochaine balado à un moment donné pour couvrir. Ben, tantôt, on parlait de Ouais. TDAH. Là, c'est un sujet qu'on n'a jamais couvert, Greg. Ça pourrait être quelque chose aussi avec Sylvain, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec toi. Donc, au plaisir de te retrouver dans 2021 sans doute. D'ici ce temps-là, namasté. Oh, Oui. merci, c'est gentil. À bientôt. Bye bye. Bye tout le monde. Salut. Bye bye. Merci.